Bonjour à tous, Nicolas Desjardins. J'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos sur des documentaires que j'écoute qui m'intéressent sur la santé, parce que la santé, c'est pas seulement la thérapie manuelle, thérapie énergétique, la nutrition, c'est aussi le mode de vie, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on mange, ça peut être aussi bien notre exposition aux médias sociaux, etc. Donc, l'aspect mental, l'aspect mode de vie, bon, évidemment, biochimique, nutritionnel, l'environnement qu'on habite, etc. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous, pour notre santé, notre développement personnel aussi. Donc, notre façon de décrocher aussi, des fois, après le travail. Hein, on peut travailler dans les édifices à bureau, puis le soir, on rentre à la maison, puis si on vit encore dans un environnement qui est toxique, on peut dire, par des champs électromagnétiques, par de l'air recyclé, par des choses comme ça, manque de verdure, bien évidemment, ça va affecter notre inconscient. Donc voilà, j'ai écouté hier le documentaire Kiss the Ground, c'est-à-dire l'agriculture régénératrice. C'est un sujet qui est très important pour moi. Depuis très longtemps, en fait, je suis intéressé à ça. J'ai été végétarien dans mon jeune temps. Pendant 5 ans, j'ai étudié beaucoup le sujet, comment faire des rotations des sols, ces choses-là. C'est toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Même, je me rappelle, au secondaire, quand on parlait des jachères, puis tout ça, les rotations des sols que les Amérindiens faisaient en Amérique, je trouvais ça quand même fascinant, qu'avec un repos toujours qui était présent au niveau des sols. Faisait une rotation du maïs puis d'autres espèces. Puis il y a une fois dans l'année qu'il n'y avait absolument rien qui se passait. Puis c'est comme ça depuis toujours, sauf depuis la fameuse ère industrielle, puis que ça a commencé vraiment à changer. Bon, Alexandra, qui était derrière moi, est formée, c'est une ingénieure civile de formation. A fait plusieurs cours en ce moment, depuis les 2 dernières années, sur les bâtiments écologiques. Donc, on a vraiment un projet qui nous tient à cœur prochainement au niveau de la construction de maisons ou on peut dire de restauration de maisons pour les rendre écologiques. Bon, évidemment, les panneaux solaires, etc., mais aussi d'utiliser différents types de matériaux, permettre l'intégration de serre dans les maisons, à l'extérieur, etc., recyclage des eaux. Il y a vraiment beaucoup de choses fascinantes sur le sujet en ce moment. Si vous regardez les Earthships, tout ça, évidemment, des fois il y a des contraintes par les climats, etc., les lois aussi, selon où vous habitez, mais c'est vraiment le futur selon moi, puis c'est ce qui va sauver l'humanité. Hein. Comme dirait George Carlin, c'est pas la Terre va s'en sortir très bien sans nous, mais l'humanité ne s'en sortira pas. Donc, si on veut s'en sortir, il faut commencer dès maintenant à faire des changements. Et j'espère que ça va vous inspirer un petit peu ce résumé-là, en fait, que je vais faire du documentaire avec quelques-unes de mes opinions peut-être personnelles. Voilà. Alors, on va commencer. Évidemment, j'ai pas tout dans ma tête, donc je vais faire un peu de lecture. J'ai commencé à écrire, en fait, tous les points forts du documentaire. Je vous conseille quand même de l'écouter, mais je sais qu'on est tous très occupés dans la vie et on écoute d'une oreille maintenant. Alors, voilà. Nous avons besoin des micro-organismes qui vivent dans le sol. Ceux-ci nourrissent la plante qui nous nourrit par la suite. Okay? Donc, ces organismes-là vont manger tout ce qui vient à eux, ils vont recycler ça, faire de la vie avec nous, le transformer dans quelque chose que notre métabolisme est capable de digérer. Ça va fabriquer du carbone, en fait, ce principe-là, puis tout en est composé. Donc, avec l'industrie alimentaire industrielle, tous ces organismes sont tués avec des produits chimiques. J'ai oublié le nom, Jean-Claude Guimberteau, je crois, en France, qui est un ingénieur agronome en France, qui est bon. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est des conférences. C'est vraiment intéressant si vous voulez aller voir ses vidéos, mais c'est l'un des derniers qui comprend la composition des sols, c'est-à-dire quel type d'insectes, etc., vivent dans les sols pour créer des trous qui vont amener l'eau plus creuse dans les sols, faire de l'aération, les types de champignons aussi qui vont... toute la fermentation qui va se faire avec les feuilles, etc., avec les corps organiques qui vont créer des champignons, qui vont refaire de la vie, qui vont refaire des nutriments, qui vont nourrir le sol, qui ensuite va nous nourrir. C'est l'un des derniers parce qu'il dit que ça ne s'enseigne plus à l'école. Donc, tout ce qu'on fait, c'est envoyer des produits chimiques, en fait, qui tuent toute forme de vie. On rajoute du potassium, de l'azote et j'ai oublié le dernier produit. Potassium, azote et un petit troisième que j'ai oublié, excusez. Mais
nos légumes n'ont pas besoin que de 3 nutriments. Ça ne fait aucun sens. Donc, ils ont une apparence de ce qu'on veut que ça ait l'air, mais à l'intérieur, c'est pratiquement vide. Puis ça, c'est toujours le débat, le grand marketing qui se fait. C'est bio, il n'y a pas vraiment de différence sur la perte des nutriments. C'est de la grosse foutaise, en fait. N'écoutez pas ça, c'est de la bullshit. On va vous expliquer un petit peu, vous allez mieux comprendre peut-être avec ce principe-là d'azote, etc., puis de vie, en fait, dans les sols. On ne peut pas faire de la vie avec de la mort, parce que c'est vraiment de la mort qu'on fait, on tue les sols. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir avec les images, c'est assez frappant. Un sol vivant versus un sol nourri de produits chimiques, c'est un désert, en fait. Donc, voilà. Donc, cette agriculture industrielle nous vient de l'après-guerre, par un scientifique allemand nommé Fritz Haber. Il a inventé des procédés de création d'engrais synthétiques à base d'azote. C'est ça le produit qui manquait. Azote, potassium et phosphate. Donc, pour augmenter la production alimentaire. Ensuite, la grande découverte fut la création d'un poison appelé pesticide plus tard, qui fut utilisé pour le génocide de l'époque, si on se rappelle bien, avec les chambres à gaz et compagnie. Très triste. Il fut importé ensuite aux États-Unis et nommé pesticide. Maintenant, on utilise ce même agent de mort pour envoyer ça partout dans nos champs et mettre ça dans notre bouche. Grande logique. Donc, l'agent orange aussi, si on se rappelle bien, qui est utilisé au Vietnam, qui a été conçu par Monsanto. Donc, le Roundup, qui doit être la même grande famille. Il faut énormément plus d'azote maintenant pour produire la même quantité de nourriture. Les sols sont épuisés. Évidemment, il y avait des ressources dans le sol qui étaient déjà présentes. Puis à force de toujours exploiter les sols, ben, tout ce qu'il y avait en réserve n'existe plus. Puis les sols sont de moins en moins fonctionnels parce qu'ils ne sont plus aérés comme ils devraient, comme je l'avais dit, par la vie. Ces petits vers-là qui faisaient des trous, la qualité de l'eau, les nutriments, l'essence même de vie, la régénération des sols. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Donc, ça ne se fait pas. On ne peut pas demander à un désert de produire des oasis constamment. Là. Ça ne fonctionne pas. Donc, le glyphosate est utilisé de façon abusive, particulièrement sur le maïs, qui est très cancérigène. Ça se répand dans l'air, dans l'eau, et pas seulement dans la nourriture. Il est bien connu maintenant sous le nom de Roundup, en fait, de notre cher ami Monsanto. C'est fascinant, au Canada, il y a plein de pays qui commencent à interdire le Roundup, et le Canada, l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, a décidé de renouveler son contrat de 15 ans avec Monsanto, en voulant dire que c'est complètement légal et cool d'utiliser ce produit. Je suis excessivement déçu, une fois de plus, par notre gouvernement canadien, qui est, à mes yeux, très, très corrompu, très, très dommage. Il y a beaucoup de dommages causés par le Roundup, évidemment. Le glyphosate, ça va causer des cancers. On a beaucoup d'évidence là-dessus. Évidemment, tout est étouffé. Mais les histoires par rapport au Roundup sont vraiment pas roses dans les... plein de corrélations qui ont été faites avec les gens qui habitent dans les régions où il y a une production massive de ça. Et le niveau de santé, c'est assez alarmant. Bref, ça tue les bactéries dans le sol, mais ça tue aussi les bactéries en nous. Et on est composé, juste notre système digestif est composé à 110 milliards de bactéries, dont 10 milliards qui sont humaines là-dedans. Le reste, c'est des bactéries qu'on prend de l'extérieur. Puis si on regarde notre corps au complet, 99%, c'est des bactéries qui ne sont pas humaines. Donc, on est vraiment un grand système de collaboration entre des bactéries de partout qui sont dit, si on s'assemble, qu'on collabore ensemble, on devient un organisme qui est plus puissant. Puis l'être humain a pas mal bien réussi, je dirais, là-dedans. Il s'est rendu au sommet de la hiérarchie dans le monde. Mais il continue à se détruire pour la part du gain. C'est un peu là notre grande dualité, notre grande stupidité. On veut manger de l'argent. Si on regarde les herbicides, les fongicides, les pesticides deviennent un stress chronique pour l'organisme, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on rentre un élément toxique dans le corps, on le stresse, puis il doit combattre et essayer de se recalibrer, se défendre par rapport à ça. Il va utiliser son don naturel, qu'on peut dire l'homéostasie, qui est à dire un retour à un équilibre, mais ces produits-là chimiques doivent être détoxifiés, doivent être évacués de l'organisme, donc doivent être évalués, emprisonner et tuer ou expulser. Puis ça demande un énorme travail au niveau de la lymphe, au niveau du foie, au niveau de
de tous nos mécanismes, en fait, dans le corps. Puis c'est un stress parce que c'est une demande énergétique en plus au niveau du système. Puis en plus, ça augmente la charge toxique. Ces toxines-là peuvent se répandre dans le sang, évidemment, donc vont causer des maladies auto-immunes. On peut aller voir avec des maladies neurodégénératives aussi, si on regarde pour ce qui traverse la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire l'espèce de barrière de protection au niveau du cerveau, qui est très sélective, mais ces produits-là, ils se répandent partout éventuellement. Donc, on a détruit le tiers des terres cultivables dans le monde avec ces méthodes. Puis là, on parle depuis la révolution industrielle. Là, ça fait pas très longtemps. Là. Puis si on regarde de l'après-guerre, ça fait exactement 100 ans, même un peu moins, parce que là, si on regarde la guerre du Vietnam avec l'agent orange, etc., c'est encore plus récent. Les pesticides sont là, officiellement utilisés dans l'industrie alimentaire depuis 1950. Donc, tous vos grands-parents, vous connaissez les grands-parents, vous disent « Ah, il a vécu jusqu'à 100 ans, il n'a jamais eu de problème. » Ben, cette personne mangeait des aliments qui étaient complètement organiques tout le reste de sa vie, ainsi que ses parents, ses grands-parents et tous ses ancêtres jusqu'au début des temps. Donc, sa génétique, son ADN était protégé de ça. Son corps était complètement adapté à un mode de vie complètement différent. Il était des gens qui respiraient de l'air pur. Il n'y avait aucun champ électromagnétique. L'implantation de l'électricité était à ses débuts. Là, on parle, ma chérie, champ électromagnétique, combien de fois plus en 10 ans, les 10 dernières années? Le chiffre magique? C'est 1 quintillion. 1 quintillion de fois plus de champs électromagnétiques. C'est en 2018. Depuis 2000... Entre 2008 et 2018, là, on parle pas de la 5G là, qui s'installe. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait combien de zéros, ça? 18 zéros? Ouais. 18 zéros de fois. Mettons, vous prenez 1, vous rajoutez 18 zéros. Après, ça, c'est le nombre de fois de plus de champs électromagnétiques qui vous traversent le corps en ce moment. Ça traverse non seulement votre corps, mais absolument tous les organismes vivants. Donc, évidemment, ça défait les branches d'ADN, ça crée des mutations, ça crée des choses comme ça. Bon, là, on parle juste de champs électromagnétiques. On a une formation là-dessus qui s'en vient justement avec Alexandra. Donc, imaginez à quel point les aliments qu'on mange, puis notre propre santé est affectée, puis combien de fois elle combat plus ces envahisseurs-là. Donc, je reviens. On a détruit le tiers des terres cultivables dans le monde avec ces méthodes. C'est complètement hallucinant. Okay? Il y a plusieurs pays, hein, c'est drôle, ça, qui sont arrivés avec les produits de Monsanto, puis qu'au début, ben, ils ont eu des meilleures récoltes, ils pensaient sauver le monde avec les OGM, etc. Puis finalement, ils ont vu leur récolte baisser. Mais il fallait toujours qu'ils s'achètent ces produits-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça prend de plus en plus d'azote, etc., comme on a dit tantôt. C'est environ 3 fois plus d'azote, facilement. J'avais regardé là, un graphique. Là. Donc, tu as besoin de plus de produits, mais les sols produisent de moins en moins, parce que tu tues ton sol. Donc, ces produits-là, ensuite, sont enchaînés à vie avec M. Monsanto à payer ses produits, mais avoir de moins en moins de résultats et de moins en moins de revenus. Si on regarde aux États-Unis, là, je vous balance des chiffres que j'essaie de me rappeler du documentaire, il y a des subventions d'environ, je ne me rappelle, je pense que c'est 25 milliards, 125 milliards de dollars par année donnés aux fermiers pour qu'ils utilisent ces méthodes-là. Bizarre. Tandis qu'il y avait un des autres fermiers qui avait 200 fois plus de résultats s'il regardait au niveau du pied carré en utilisant des méthodes de recyclage jusqu'à environ 200 fois plus. Je vous mets ça dans le pire des scénarios, mais c'est incroyable parce qu'il a utilisé des méthodologies que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, c'est de la connerie de continuer à utiliser ça parce qu'on se tue, on crée des déserts partout sur la planète. Donc, en endommageant les sols, cela libère du carbone. C'est pas mauvais en soi, les animaux le font. Mais là, c'est de façon abusive. C'est là qu'on va créer une espèce de... Faut expliquer c'est quoi libérer du carbone, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, en endommageant les sols, si on parle avec des machines industrielles qui labourent, okay, ça libère du carbone, mais en masse. Okay? Ça va aller dans l'atmosphère, puis ça sous forme de CO2, hein, ce qui augmente le fameux effet de serre qu'on parle. Donc, sans plantes vivantes, il n'y a plus d'évaporation. On veut de la transpiration des plantes, de l'humidité, ça stimule la formation de pluie. Ça, il y a un cycle qui est magnifique entre les plantes, le sol, le carbone et l'air. Donc, ça, c'est magique. C'est un système conçu par Mère Nature qui est fabuleux. Le sol, les plantes et l'air, ils travaillent ensemble. On va en parler un petit peu plus tantôt. Fait que là, si on revient qu'on a détruit le tiers des sols, très rapidement, maintenant, près du 2 tiers du monde sont en désertification, c'est-à-dire
sous forme de désert. Si on va regarder la Mongolie, des parties de la Chine, on va regarder tout le nord de l'Afrique, une grosse partie centre et nord de l'Afrique, l'Australie, des parties en Amérique du Sud, se sont transformées en désert. Puis c'est pas supposé d'être comme ça. Ce sont toutes des civilisations qui ont été là. Si on regarde les Mayas, les Incas, les Égyptiens, etc. En Chine, il y a eu plein de grandes civilisations qui vivaient dans des paradis, puis qui ont implanté cette forme d'agriculture-là, massive. Puis il y a une augmentation de la population qui s'est faite, puis ils ont détruit, puis ils ont transformé ça en désert. Ça, c'est vraiment intéressant de regarder l'histoire, ces sites-là, les civilisations qui sont disparues, parce que c'est là qu'on s'en va, nous aussi. On s'en vient vers là, mais ça fait peur. Donc, il y a beaucoup de migration en ce moment, des peuples en ce moment, en quête de terre. D'ici 2050, ils disent que les scientifiques estiment qu'il y aura 1 milliard, 2050, on parle dans 30 ans, il y aura 1 milliard de réfugiés dus à la désertification des sols. Il est estimé que les terres arables n'existeront plus dans 60 ans. Les terres arables, ce sont les terres cultivables. Donc, dans 60 ans, il n'y aurait plus aucune terre cultivable. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de terre cultivable, ça veut dire que d'ici 60 ans, il faudrait que tout le monde ait déjà des notions de la vie des sols, des serres à la maison, des panneaux électriques, parce que c'est pas toujours tous les endroits au monde, on n'a pas des Costa del Sol partout, on n'est pas la Californie et l'Espagne partout. On a besoin de sol, on a besoin de comprendre ces mécanismes-là, on a besoin d'avoir du temps aussi pour avoir le pouce vert, des connaissances, des connaissances en nutrition avancée, peut-être acheter du bétail, êtes-vous prêt à ça dans 60 ans? C'est le genre d'investissement que vous avez planifié dans votre condo. Ou votre condo, vous finissez de le payer dans 30 ans et vous allez déjà vieux et vous allez dépendre encore de la société. Mais dans 30 ans, là, on est rendu, comme on dit, à 1 milliard de réfugiés. Et ça fait peur. 60 ans, c'est comme ça. Ça va aller très, très vite parce qu'on s'en va de pire en pire sur la côte descendante. Comme vous avez pu regarder, juste avec le COVID, le prix de la nourriture a augmenté de façon fulgurante. C'est plus dur d'avoir accès aussi à des bons aliments. Mais là, ça va être fou, là. Il y a plus de 20 civilisations dans le monde qui n'ont pas survécu à l'augmentation de leur population en rapport avec leur méthode d'agriculture. 20 civilisations. Là, on ne parle pas de 20 peuples, là. On parle de civilisations, c'est-à-dire des endroits avec des constructions massives. Puis maintenant, c'est notre tour, les amis. Donc, à moins de sauver nos sols, il reste à l'humanité. Là c'est le moment qui m'a fait peur, je crois, quand j'ai écouté la vidéo. À moins de sauver nos sols, il reste à l'humanité 60 récoltes. Là, vous pouvez imaginer, c'est beau, c'est bel été, automne, où les gens vont cultiver et récolter le fruit de leur labeur. Il reste 60 fois cette période seulement estimée dans l'humanité au complet. Donc, 60 récoltes en moins, de moins en moins bonnes, il faut se rappeler, parce qu'ils ne seront pas de plus en plus grosses, mais la population augmente. Donc, faites le décompte, c'est franchement alarmant. 60. On a un chiffre, là, c'est pas comme dans quelques siècles. Non, 60 récoltes, c'est ce qu'il reste. 60 fois. C'est comme si je te dirais, tu vas aller 60 fois à l'épicerie le restant de tes jours. Donc, je me rappelle quand j'étais jeune à l'école primaire, qu'on dit ici, c'est-à-dire entre 5 ans et 11 ans environ, au Québec, j'apprenais, j'ai 39 ans, que nous étions 3,5 milliards de personnes sur la Terre. Maintenant, je suis rendu à 39 ans, donc on va dire 30 ans plus tard, ben, on est rendu 8 milliards de personnes sur la Terre. On est plus que le double que ce que j'apprenais à l'école. C'est quand même en 30 ans. Fait que là, si on dit 60 ans, puis que ça va encore sur ce rythme-là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est peut-être une bonne chose, dans le fait, là, les vaccins qui tuent tout le monde, puis les COVID, puis les choses comme ça. Solution de la Terre pour débarrasser de l'envahisseur. Je ne veux pas dire des choses, c'est pas drôle, là, en fait, parce que je dis ça, si vous avez perdu des gens dans votre famille, mais on s'en va pas dans la bonne direction. Comment qu'on va faire s'il reste que 60 récoltes, si la population continue de grossir de façon exponentielle, que l'accès à la nourriture est de plus en plus compliqué, hein, il va y avoir des guerres civiles, évidemment, les gens quand ils ont faim, que leur vie est réellement en danger, surtout quand leurs enfants ont faim, c'est là que les comportements vont changer, puis c'est là que ça va se passer pas comme on veut. Donc, si on regarde les satellites de la NASA qui filment les émanations de CO2, en fait, ils guettent l'effet de serre.
C'est démontrable, ils vont mettre sous forme de rouge sur des graphiques là, qui bougent. Les mois de mars, avril et mai, c'est une catastrophe à cause des terres qui se font labourer partout dans le monde. Si on regarde partout, surtout au niveau de l'hémisphère nord, c'est des cultures massives qui vont se faire à cause du climat. Tu vois que tout devient rouge, des gros mouvements de rouge de carbone qui se libèrent dans l'espace. Mais en juin, ça retombe sur des couleurs jaune, vert, à cause que c'est les plantes qui poussent et qui vont recapturer le CO2. Donc, c'est une planète en santé, c'est une planète qui est recouverte de plantes, comme elle était à la base. C'était un gros champ, la Terre, c'était pas un désert. Donc, cette recapturation, qu'on pourrait dire, pourrait être utilisée à grande échelle pour renverser les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en utilisant des arbres, des plantes, des vivaces. C'est le modèle le plus soutenable sur des centaines qui ont été analysés. Si on regarde, les végétaux peuvent retenir le carbone dans les sols pendant des centaines d'années. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Plus que les sols ont de racines, plus que les sols ont d'organismes vivants, plus que de trous, plus que tous les éléments vont aller profond au niveau du sol. Donc, c'est intéressant. On pense aux fossiles. Les pétroles, etc., c'est le meilleur exemple. Ça, on peut aller créer des nappes super profondes avec ces nutriments-là. Il y a une super stratégie qui a été mise en place par M. Le Foll en France. Un foll en vieux français, c'est le fou, mais il n'est pas fou, le monsieur. Il est responsable d'agriculture, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Agriculture ou je ne sais pas trop, mais la stratégie qu'il a mise en place, lui, c'est un ancien, il a vécu sur des terres plus jeunes, il avait déjà un attrait par rapport à ça. Il vise à augmenter de 0,4% de plus chaque année la recapturation dans les sols. Donc, première année, 0,4%. Puis ensuite, deuxième année, ça serait selon moi 0,8%, etc. Ce processus requiert une diminution de l'utilisation des pesticides, etc. Donc, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde qui sont de forts utilisateurs de ces produits-là. Il y a plusieurs pays qui ont signé. On a le Japon a signé, en fait, aussi, plusieurs pays. Mais malheureusement, les 3 plus grands pays pollueurs dans ce domaine ils étaient absents. On parle des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Et si on regarde au niveau de milliards de personnes, c'est incroyable la quantité de gens qui viennent de là. Il est dommage de constater encore une fois que la survie du monde dépend des gros joueurs politiques qui ne veulent pas diminuer leurs profits à court terme. N'oubliez pas qu'il reste 60 récoltes. Même s'il ne reste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le fameux 0,4% que M. Le Foll parle, ça représente ce que nous produisons par année en ce moment en CO2. Donc, autrement dit, la première année servirait à être à émission zéro, mais on ne ramasse toujours pas l'excès qui est dans l'air depuis la révolution industrielle. Okay? Puis ça, on va en parler. Ça, c'est un héritage qu'on a laissé dans l'atmosphère, qu'on peut dire, qui est de 1000 gigatonnes de CO2. C'est beaucoup de tonnes de CO2. Puis ça, celui-là qui reste latent dans l'espace, qui attend, qui n'est pas recapturé par les plantes, en fait, parce qu'il y a de moins en moins de plantes, on est rendu un désert, ça va continuer à réchauffer l'atmosphère pendant des décennies ou même des siècles de CO2 estimé. Est-ce que les panneaux solaires et les voitures électriques vont suffire? Parce que même si c'est la grande mode, le rythme est plutôt alarmant. Hein? Donc, ce qui va guérir nos sols va aussi guérir notre climat. C'est comme ça. Il faut comprendre que nos sols sont directement reliés à l'atmosphère. Il faut arrêter de penser à juste l'air. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de ces plantes-là partout. Le système d'agriculture durable le plus efficace est la régénération, dont c'est le titre du documentaire. Donc, on s'en va un petit peu vers là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est guérir ce qu'on a endommagé. Donc, ce système s'applique même aux éleveurs de bétail qui considèrent qu'ils font partie d'un écosystème eux aussi qui aiment le vivant. Il y en a plusieurs. Je ne parle pas de ceux qui achètent des terres, qui mettent des clôtures, qui mettent du bétail, que le sol est dévasté. On parle d'un sol, une terre piétinée, qui n'a aucune plante dessus, puis qui mange du grain du soya. Ça, c'est définitivement pas le genre d'agriculture ou d'élevage qu'on veut encourager. Souvent, on a utilisé l'argumentaire que, exemple, les vaches, les bœufs, etc., produisent du méthane, produisent beaucoup de gaz à effet de serre comme ça avec leur défécation. Puis qu'on va reprocher l'élevage, en fait, comme quelque chose d'extrêmement polluant. Puis je suis d'accord sur le type
d'élevage qui va être fait. Mais dans la nature, ça n'a jamais été comme ça. Ça a été ultra bénéfique, en fait, les animaux. Là, on va en parler. Ils font partie vraiment de cet écosystème-là. Mais c'est là qu'il faut que les consommateurs ainsi que les producteurs deviennent responsables. Puis pour ça, il faut éduquer les gens par rapport à ça. Bon, c'est un peu le but de la vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas d'éducation sur le sujet, on ne comprend pas les principes des sols, c'est même plus enseigné comme je vous dis dans les écoles. Donc on a ce gros problème-là en ce moment. Donc si vous êtes un consommateur averti, vous allez pouvoir faire des choix qui sont conséquents, parce que notre argent, c'est de la politique. Quand on donne notre argent à une entreprise, peu importe laquelle, c'est un placement d'investissement, parce que ce sont eux ensuite qui gouvernent tout ça, qui vont faire du lobbying, qui vont choisir comment que les lois au gouvernement passent, parce que le gouvernement, ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, c'est de l'argent, c'est pas toujours de la grande morale. Donc, c'est vraiment de la politique, notre argent. Et aussi, c'est ce qu'on met dans notre bouche. Parce qu'évidemment, si vous encouragez ce type d'agriculture-là avec des bêtes qui sont malades, avec des sols malades, puis qui ne mangent pas les nutriments qui sont supposés de manger, ça va dans votre organisme et vous survivez avec ce type de choses-là. Donc, évidemment, n'attendez-vous pas à des miracles au niveau de votre santé. OK. Donc, pour rétablir le cycle de l'eau, il doit rester de la matière organique dans le sol. Le cycle de l'eau, on parle de la pluie, etc. Okay? Donc, évaporation, pluie, hydratation des sols. On ne peut pas laisser des sols vides de vie pendant de longues périodes de temps. Là, si on regarde la désertification, c'est exactement ce qui se passe. Même si on voudrait faire pousser quelque chose dedans, on n'y arrive plus. Parce qu'on doit détourner des rivières, on doit détourner aller chercher de l'eau ailleurs, puis qu'on assèche complètement d'autres régions. C'est là que ça devient complètement absurde. Moins d'organismes vivants dans le sol, moins de plantes, moins de retenue de carbone dans les sols, moins d'humidité, moins de pluie. Les sols qui perdent leurs eaux au lieu de les retenir, comme je l'ai dit, à cause que les sols, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'ont plus assez de petits trous qui vont vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'eau va aller en surface, puis les sols vont inonder, puis ça va retourner dans les rivières avec les produits chimiques, le glyphosate et compagnie. Bienvenue en ingénierie de Dame Nature. Elle a pensé à tout ça déjà, simple et efficace. Les plantes gardaient cette forme-là d'humidité qui créait une altération au niveau de l'air qui amenait des pluies et la formation de nuages, etc., qui allait pleuvoir et ensuite renourrir le sol et garder l'azote. C'est super bien fait. Bon, peut-être qu'Alexandra peut plus expliquer ce département-là éventuellement. Peut-être une formation d'Alexandra éventuellement. Donc, la polyculture va permettre de nourrir les sols de différentes racines. Là, ça c'est intéressant, c'est un segment du documentaire qui est fait par un gars qui est agriculteur, mais c'est un éleveur de bétail qui a eu quand même une vie assez raide, je vous dirais. Il a eu un 4 ans avec dans une région assez complexe, qui a eu de la grêle sur ses terres pendant 3 fois. Il a tout perdu, ses récoltes. Et ensuite, ça a été une année pas de pluie. Donc, 4 années, plus aucun prêt bancaire possible. Il n'y avait plus rien. Puis il a décidé de débarquer du système, en fait, de l'agriculture, on peut dire moderne, chimique. Et il a commencé à étudier les sols. Puis il en est venu avec plein de belles constatations. Plus c'est un amoureux des bêtes, c'est un amoureux de la nature, donc il ne faut pas voir toujours démoniser les gens qui font de l'élevage de bétail comme des êtres cruels qui veulent assassiner toute forme de vie. Il faut faire la juste part des choses. Donc lui, il a décidé de rassembler en fait des éléments comme ferait Dame Nature, puis maintenant il fait de l'éducation partout aux États-Unis par rapport à ça, puis il est en train de changer les choses graduellement, donc intéressant. Donc il appelle ça la polyculture. Donc, exemple, lui, il travaille avec 19 variétés dans un de ses champs. Donc, c'est quand même intéressant. 19 variétés. Hein. Il ne va pas juste faire du soya. Ben, lui, soya, il ne veut rien savoir. Mais du blé, il en fait un petit peu. Mais il dit que c'est une infime partie, en fait, de sa production. Le reste, il va avoir plusieurs autres types de production. Mais il a tout mixé ça ensemble pour que les sols ne s'épuisent pas, mais que les sols deviennent plus solides avec différents types de racines, etc. Plus vivants possible. Donc, ça accélère la biologie des sols. Parce que chaque plante va travailler différemment avec ses déchets, ses nutriments, puis qu'est-ce qu'il va apporter au niveau des sols, puis qu'est-ce qu'il va prendre aussi. Il s'en sert, avec ces types de racines aussi, il ne s'en sert pas nécessairement pour faire pousser des légumes. Là j'ai peut-être mélangé les choses, excusez-moi. Là. Avec ces types de racines qu'il parlait, c'était peut-être juste des types d'herbes, des choses comme ça. Là. Je sais qu'il y avait aussi des champs qui a parlé. Là, ce champ-là, il disait qu'il s'en sert pour amener du bétail pour brouter.
Donc, ils font partie du cycle de régénération des sols. À l'époque, il y avait 60 millions de bisons qui parcouraient les plaines aux États-Unis. 60 millions, c'est quand même beaucoup, ces grosses bêtes-là. Ils étaient chassés par des prédateurs, des loups, etc. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ça forçait leur migration partout sur une très, très grosse... très, très grosse... très, très grosse, hein? Région, une très, très grosse partie, en fait, des États-Unis, qui couvrait quasiment le 2 tiers des États-Unis, ces voyages-là des bisons. Puis ils ne revenaient pas au même endroit avant une année entière, en fait. Ça laissait le temps au sol de régénérer les piétinements et les bottages. Ce qui est très dommage, c'est que les Blancs, ils ont décimé ces 60 millions de bisons-là. Ils ont laissé seulement quelques milliers de bisons vivants, tout ça pour affamer les Amérindiens. Notre histoire est fabuleuse de l'homme blanc, par moment. Donc, ce ne sont pas les animaux le problème dans l'équation des gaz à effet de serre directement, mais bien leur emplacement. Donc, si elles sont tous regroupées au même endroit, clôturées à manger du grain et du soya, ça n'a pas du tout le même impact écologique que les animaux en pâturage, en liberté, qui font de la migration, qui se baladent, qui font de la rotation des sols comme ça. Donc, la bouse, l'urine et le cerveau des animaux font pousser les herbes. Évidemment, dans un concept de régénération des sols pour la planète au complet, ce fameux jardin d'Éden qu'on avait, il faut planifier des déplacements annuels des animaux sur les terres. Donc, ça demande quand même un peu de logistique, un peu de compréhension au niveau des fermiers qui doivent se mettre à jour, peut-être utiliser des technologies, des tableaux, des applications avec un Google Maps. Des fois, il y en a qui ont vraiment des grosses terres. Ils ont besoin de codifier un petit peu ça pour savoir, bon, on déplace dans le G1, G2, etc. Il est possible de jouer aussi avec des clôturages temporaires aussi pour garder les garder dans les zones désirées. C'est-à-dire, on met des piquets. Bon, les piquets vont déjà être en place là à l'année, mais le cordage non électrique va être bougé en fonction de où on veut les garder dans ce mois-là, dans l'année. Le mois d'après, on va changer les cordages, on va les déplacer dans l'autre endroit pour qu'ils contribuent avec leur bouse, leur urine, leur sabot, le broutage, etc. Donc, les excréments des herbivores sont remplis d'organismes qui nourrissent les sols. Ils contribuent au microbiome de la Terre. Le microbiome, en fait, c'est comme nous. C'est en fait la culture bactérienne, les fungus, les parasites, les bactéries, etc. C'est toutes les formes de vie, en fait, microscopiques. C'est intéressant parce que dans une poignée de terre, c'est estimé qu'il y a plus d'organismes vivants qu'il y a eu d'humains depuis la nuit des temps. C'est quand même fou. Quand le sol est brouté, cela sépare les racines. Okay? On gratte, là, les racines se séparent, ça va libérer du carbone de plus qui est stocké dans le sol. Puis ensuite, la plante absorbe le carbone qui va être relâché dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Donc, ça va passer au travers par le système racinaire, puis retourner dans le sol encore une fois. Donc, c'est vraiment toujours un cycle de je prends, je relâche, je prends, je relâche le carbone. C'est comme ça. C'est un beau monde en échange constant l'un envers l'autre. Un champ labouré est totalement dénudé de vie. On parle d'un champ labouré avec des machines agricoles qui vont, avec des grosses roues, des grosses lames, aller creuser trop dans les sols. Évidemment, mettre des produits chimiques. On bousille en fait les racines de la formation de cette vie-là. On revire tout ça. Donc, je sais qu'ils ont parlé d'une machine, un John Deere, une machine agricole, qui, la façon que les roues étaient faites, ça n'écrasait pas autant les sols, puis les lames rentraient moins creux. Donc, moins tu rentres creux, plus tu peux mettre tes semences en surface. Donc, plus que l'eau va être utilisée de façon intelligente aussi, moins besoin d'eau. Et cette machine-là a été bien réfléchie de façon à préserver les sols. Donc, c'est intéressant. C'est peut-être un commandite qu'il y a eu dans le truc, le sol, parce que le reste, on n'avait absolument rien à vendre dans ce documentaire-là, ce qui est intéressant. Le compost. C'est une solution merveilleuse pour sauver les sols en difficulté. Donc, je ne sais pas si vous le faites à la maison. Nous, on le fait ici au Québec. Ils ont implanté partout ces beaux petits bacs bruns-là. Plusieurs endroits que c'est pas en place. Je trouve ça dommage. Le recyclage non plus. Je voyage beaucoup, puis à chaque fois, j'arrive, pas de recyclage, pas de compost. Peut-être moins de gaspillage dans certains endroits, mais ça reste que... voilà, c'est important. Au Vatican, je me rappelle quand je suis allé au Vatican il y a plusieurs années, c'est quand même drôle parce qu'on parle de régénération, la renaissance du Christ partout, puis c'est un endroit extrêmement touristique, puis il n'y avait même pas de truc de compost, de recyclage. Je me dis, tu as ta bouteille d'eau, il fait chaud en Italie, puis tu mets ça dans les ordures.
Tu veux ramener un être humain à la vie, mais tu peux pas recycler une propre bouteille. Bon, bref. Le compost sert d'éponge naturelle, en fait. Hein. C'est vivant, puis ça va retenir l'eau, ça va retenir des choses. À San Francisco, Californie est toujours très avancée dans ces trucs-là, autant en médecine intégrative, ils ont passé des belles lois, qu'au niveau de la santé, etc. Très fort sur le bio, même, je me rappelle quand j'ai fait le tour de la Californie il y a 10 ans, il y avait de l'organique partout, c'était même dans les dépanneurs, c'était pas commun comme maintenant, là, en ce moment c'est rendu vraiment de mode, mais il était vraiment déjà à l'avant-garde là-dedans. Donc, ils prennent ça très, très, très au sérieux. Les gens payent cher. Ils ont des poubelles noires, évidemment, vertes et bleues, comme on avait dit. Les autres, les poubelles vertes, c'est le compost. Nous, c'est nos ordures ici, ou des fois les noirs. Mais nous autres, c'est des poubelles brunes qu'on a pris. Donc, les autres, c'est bleu, recyclage, vert pour le compost. Et noir, c'est les ordures ménagères. Donc, il y a un genre de compteur sur les poubelles qui, quand elle est pleine, ils payent plus cher, ça leur coûte plus cher, ça doit être numérisé, j'imagine, je ne sais pas comment il fonctionne, c'est quand même intelligent. Donc, plus ils jettent des déchets non recyclables, qu'ils encouragent ce type d'entreprise-là, plus qu'une facture monte. Pardon, sociale. Donc, voilà. Puis, l'inverse est aussi bon, plus ils recyclent, plus ils font du compost, plus ils contribuent, en fait, à une terre meilleure, moins que ça leur coûte cher. Phénoménal. Donc, ça devrait vraiment, ce concept-là, ils disent qu'ils sont rendus la ville au monde en ce moment la plus clean par rapport à ça, hein, une grosse ville. Puis que ce même système-là peut se faire à Paris, à New York, peut se faire partout, absolument partout. Ils récupèrent, attention, attachez vos oreilles, attachez vos tucs, excusez, attachez pas vos oreilles, à moins que vous soyez Dumbo. Ils récupèrent 700 tonnes par jour de nourriture, juste dans les restaurants et les foyers. Imaginez 700 tonnes. Ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont amener ça à un endroit, ils vont faire un gros compost avec. Ce gros compost-là, ça va donner une grosse montagne brune qui se transforme comme une forme de terre, éventuellement. Puis ça devient chaud. Puis, d'après moi, je ne sais pas s'il passe dans des lames ou quelque chose qui le défond en particules. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est une grosse masse vivante. Puis, ils vont prendre ça, puis ils vont l'amener au cultivateur ensuite. Excusez-moi. Donc, un test très intéressant. Je retourne à mon cher cultivateur, éleveur, qui montre un exemple avec des œufs. En fait, des œufs industriels. C'est un petit test que vous pouvez faire à la maison si vous avez des œufs. Exemple, vous achetez des œufs blancs commerciaux qui ne coûtent pas cher versus des œufs bio, poules en liberté, nourris. Ou tout simplement, en fait, une poule nourrie au grain. Versus une poule qui va manger de l'herbe, etc., ou très peu de grains. Autrement dit, une nourriture qu'elle irait chercher elle-même dans les sols, elle va varier son alimentation beaucoup plus qu'une poule qui est prise dans une cage avec une autre poule, puis qui vont juste donner des coups de bec dans ce qu'ils ont devant eux, choisis par l'industrie qui veut que ça coûte pas cher. C'est quand même quelque chose. Si on regarde, si vous cassez l'œuf de la poule industrielle, qu'on va dire, vous allez voir le jaune, puis vous cassez un deuxième œuf à côté, qui serait d'une poule, on va l'appeler Miss Liberté. Donc l'œuf industriel, vous allez voir la couleur, le jaune est beaucoup plus clair, hein, comme un malade un peu. Puis si vous mettez votre doigt dedans, dans le jaune, vous allez pouvoir le défaire facilement. Si vous mettez votre doigt dans l'œuf de la poule Miss Liberté, vous allez voir que très difficile de passer au travers de la membrane, plus solide, plus consistant. Et si vous allez peut-être réussir à le défaire tranquillement, mais il va rester une certaine consistance ensemble, en plus d'être plus orangé. Donc déjà là, on voit que niveau... Quel œuf aimeriez-vous être? Hein? Celui qu'on défait facilement, qui a de la moellade, ou l'autre qui a une belle consistance, une belle composition corporelle, une belle résistance. Voilà, c'est un organisme, un œuf. Hein? S'il y a une membrane, il est protégé. Ça. Pensez à votre cerveau, là. C'est un corps gras avec une membrane autour. On ne veut pas que ça se perce facilement. Donc, voilà. Il y a une phrase qu'ils ont dit, ils montraient des temples, je crois, en Asie. Non, je pense que c'est un temple grec. On voit les piliers, etc., mais autour des villes, c'est un gros désert. Il dit, le sable souffle sur les lieux des anciennes civilisations. On pense à l'Égypte, on pense à partout, puis c'est exactement ce qui se passe en fait. On dit le sable, c'est pas toujours une image pour le désert, là, mais on peut dire la poussière aussi peut-être, ça serait intéressant. Mais j'ai peur qu'on dise ça de Montréal, qu'on dise ça de... Vous voyez, tous ces endroits-là dans le monde de Paris, etc., parce que ça s'en vient. C'est quelque chose qui fait peur à Paris, puis c'est vrai, hein, on est en plein milieu de la ville, puis l'horizon n'existe pas.
peux jamais voir un horizon. Ces villes-là sont immenses, c'est des bâtiments à perte de vue, puis l'horizon n'existe pas. Puis c'est quand même quelque chose qui est flippant pour quelqu'un qui est habitué, comme moi, de vivre entouré de terre dans mon enfance. Quand j'arrive dans des villes comme ça, on réalise que, waouh, l'horizon n'existe plus. On n'a que des bâtiments à perte de vue. Bref, c'est l'heure de planifier un vrai retour à la terre, même si c'est en augmentant le nombre de plantes dans votre maison cette semaine. Je vous conseille d'aller acheter des plantes. Je pense que je vais faire la même chose moi aussi. On a fini le documentaire hier, mais on va commencer à mettre des vraies plantes dans la maison juste pour recycler l'air aussi. Déjà, c'est une bonne chose. C'est pas vraiment juste les pailles en papier et en carton qui vont sauver la Terre du réchauffement climatique. Parce que la plupart des gens, on leur demande qu'est-ce que tu fais pour être plus écologique. On dit j'ai acheté une paille en métal ou je prends des pailles comme ça. Écoute, on fait pas vraiment de choix écologiques parce qu'on n'est pas vraiment éduqué, parce qu'on comprend pas à quel point c'est important. Puis qu'en fait, on veut mettre le doigt sur on peut mettre tout le blâme sur les producteurs et sur le gouvernement, mais en fait, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour pas mourir de faim, eux aussi. En tout cas, pas le gouvernement, mais les producteurs. Puis ils ont pensé que la meilleure solution, c'était ça. Puis finalement, on réalise qu'il faut faire un retour aux vieilles méthodes traditionnelles, qu'on manque de rien si on fait ça. Puis il faut encourager les personnes qui font de l'agriculture comme ça, qui ont décidé de souvent se détourner des subventions du gouvernement, qui ont décidé de se détourner d'absolument tout, puis qui ont fait un retour à la terre, dans le respect des animaux, dans le respect des aliments qu'ils mangent, qu'ils offrent aux gens. C'est pas du poison, du glyphosate qu'ils donnent. C'est complètement immoral. Là. Même si vous êtes un pro-vegan puis que vous mangez des légumes comme ça, vous donnez ça à vos enfants, selon moi, c'est complètement immoral, cancérigène, extrêmement brutal, c'est horrible. Faut choisir notre budget, acheter dans les endroits peut-être des paniers santé, des rabais, faut magasiner, mais il faut absolument éviter d'encourager cette industrie-là. Et quand on va au restaurant, malheureusement, la plupart du temps, on encourage aussi cette industrie-là à chaque repas qu'on mange, chaque fois qu'on utilise un produit commercial aussi. Ils vont tout faire pour minimiser leur coût de production, maximiser leur profit. Donc, évidemment, ils n'iront pas chercher des produits organiques, éco-responsables, etc. C'est très rare. Donc, ça aussi, ça fait partie des choix qu'on doit mettre en place. Et voilà. J'espère que vous avez appris des petites choses aujourd'hui, que ça vous a fait réfléchir sans jugement, puis que vous allez utiliser ces informations-là à bon escient pour faire des nouveaux choix. Peut-être un aliment à la fois, un produit à la fois dans votre maison. Peut-être commencer, au lieu d'investir pour un futur condo ou un 8e étage sur votre maison, peut-être penser à une petite serre interne, une petite place pour faire une petite culture hydroponique à la maison, acheter un terrain, acheter n'importe quoi, ramener vos enfants à jouer dans la terre, sans masque, s'il vous plaît, et sans purelle, jouer là-dedans, reprendre goût à la vie, éduquez-vous là-dessus, écoutez des documentaires, éduquez-vous, lâchez les médias sociaux, les cochonneries, la pollution cérébrale, la pollution intellectuelle, les cochonneries qu'on regarde qui ne nous servent absolument à rien. Il faut vraiment commencer à faire un retour à ça. Puis c'est exactement le temps que j'ai choisi d'investir. Je me suis dit, j'écoute le documentaire, je prends des notes, je m'éduque et je vais éduquer les gens. Et j'espère que ça vous plaît. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Partagez. Vous pouvez vous inscrire à notre chaîne de lettres sur nos différentes pages aussi en même temps. On va vous donner toujours du contenu pertinent. On n'est pas là pour vous polluer l'esprit parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs du tout. Puis si vous avez aimé le concept, je vais mettre ça à cœur puis je vais produire plus de vidéos comme ça qui vont vous aider pour votre santé. Donc merci beaucoup, je vous aime et puis voilà, bonne journée.